Alors, premier exercice sur les dosages d'oxydoréduction. L'objectif, c'est de déterminer la teneur en fer d'un engrais. On dispose donc d'un engrais pour arbre fruitier contenant en particulier du fer 2, de formule FeSO4. Sur l'étiquette, on peut lire que c'est un sac d'engrais qui contient 20% de fer. On se propose de vérifier cette indication par un dosage d'oxydoréduction. Donc ça sera exactement le même principe que pour les dosages acide-base dans les chapitres précédents. On part d'un échantillon de 25 g d'engrais que l'on dissout dans l'eau afin d'obtenir 100 ml de solution. Ensuite, on prélève 10 ml de cette solution que l'on dose par une solution de permanganate de potassium de concentration 0,20 mol par litre. Donc la concentration connue, c'est ce que l'on va toujours mettre dans la burette graduée. Et on obtient l'équivalence quand ça change de couleur après 8 ml de permanganate de potassium. On vous donne les couples oxydant-réducteurs en présence avec les caractéristiques suivantes. Donc on vous donne les couples, le potentiel correspondant. Ces couples, ce sont exactement les mêmes que nous avions vus dans cette feuille là sur la classification. On peut vérifier. Le potentiel de MnO4- Mn2+, c'est 1,51. Donc on vient dans la feuille. MnO4- Mn2+, 1,51. Ensuite Fe3+, Fe2+, 0,77. Donc Fe3+, Fe2+, c'est bien 0,77. Donc première chose à vérifier, c'est que les couples sont placés dans le bon ordre. C'est-à-dire que le potentiel le plus élevé doit toujours être en dessus du potentiel le plus faible. Donc là, ce couple ici est bien en dessus de celui-ci. Tout va bien. Ensuite, on vous donne les demi-équations correspondantes. C'est-à-dire MnO4- va se transformer en Mn2+, MnO4- se transforme en Mn2+, et puis vous voyez, on vous l'équilibre directement. On vous met les autres ions ou molécules dans l'équation, et Fe3+, transforme en Fe2+, comme ici. Alors, première question, équilibrer s'il a lieu ces équations et en déduire l'équation bilan. Alors, pour équilibrer, on va voir la méthode ensemble. L'objectif, tout d'abord, on va regarder les atomes. Quand on équilibre une équation, on doit toujours avoir le même nombre d'atomes à gauche et à droite. Et c'est seulement ensuite qu'on équilibrera les charges. Donc ici, j'ai 1 Mn. Ici, j'ai 1 Mn. Donc tout va bien pour le Mn. Ensuite, je vais regarder l'oxygène. Là, j'ai 4 atomes d'oxygène. De ce côté, comme il n'y a rien d'écrit derrière, ça sous-entend que j'en ai un seul. Problème, j'ai 4 atomes. Ici, j'en ai qu'un. Donc cet atome, je vais le multiplier par 4. Le 4, ça multiplie. Comme ça, j'ai bien 4 oxygènes ici, 4 oxygènes. Par contre, maintenant, le 4, il va multiplier les hydrogènes. 4 fois 2, ça fait 8H. Comme j'en ai qu'un ici, je le multiplie par 8. 8H. Ensuite, eh bien, je vais regarder les charges électriques. De ce côté, j'ai 2 charges plus. Donc il faut que de ce côté, ici, l'objectif, c'est d'avoir aussi 2 charges plus. Alors, pour pouvoir compléter les charges, ce qu'il faut, c'est toujours cacher les électrons, pour ne pas les prendre en compte tout de suite. Donc là, je cache les électrons, et je vais regarder les charges ici. Là, j'ai une charge négative, et là, j'ai 8 charges plus, parce que le 8, il multiplie la charge plus. Donc 8 charges plus moins 1, ça nous fait donc 7 charges plus. Et l'objectif, c'est de passer de 7 charges plus à 2 charges plus, pour en avoir autant qu'ici. Pour passer de 7 à 2, il faut que j'ajoute 5 charges négatives. Je vais donc ajouter 5 électrons. Ensuite, on regarde la deuxième demi-équation. Ici, j'ai 2 charges plus. Ici, j'ai 3 charges plus. Donc, pour passer de 3 à 2, il faut que j'ajoute une charge négative. Donc, je vais rajouter un électron. Donc, si je mets rien devant le électron, c'est comme si j'avais mis le chiffre 1. Pareil. Ensuite, on tire un trait. Et on va écrire l'équation bilan. Alors ce qui est important de vérifier, c'est avant d'écrire l'équation bilan, il faut vérifier qu'on a le même nombre d'électrons échangés. Ici, j'ai 5 électrons, et ici j'en ai qu'un seul. Problème. Donc, pour avoir le même nombre d'électrons échangés, et bien cette deuxième ligne, je vais tout simplement la multiplier par 5. Le 5, il multiplie tout le monde, comme ça j'aurai bien 5 électrons et 5 électrons. Il y a encore un deuxième problème, c'est que vous voyez qu'on a des doubles flèches. Ensuite, il va falloir trouver le sens réel de ces demi-équations. Parce qu'on s'aperçoit qu'ici, il y a une double flèche, on ne sait pas si finalement cette équation elle va vers la droite ou elle va vers la gauche. Idem pour celle-ci.
Donc pour trouver le sens des demi-équations, il va falloir utiliser la classification électrochimique qu'on nous donne. Alors, si je fais un petit schéma des espèces que nous avons en présence, dans la burette graduée, on met la concentration que l'on connaît, à savoir c'est le permanganate de potassium. Le permanganate de potassium a pour formule K+, MnO4-. Donc ça, c'est à savoir par cœur. Et dans le bécher, en dessous, on a mis la solution de fer 2 qui contient des ions Fe2+. Alors, on a donc en présence tout ça lorsqu'on fait le dosage. Si on regarde le tableau, on s'aperçoit que les ions qui vont réagir, c'est le MnO4- qui se trouve ici, et le Fe2+. Lui, ça sera un ion spectateur, il ne va rien nous servir. On sait que MnO4- se trouve en haut à gauche. C'est donc un oxydant fort par rapport au Fe3+. Et on sait que Fe2+, se trouve en bas et à droite. C'est donc un réducteur fort par rapport à Mn2+. On est en présence d'un oxydant fort et d'un réducteur fort. Il y a donc réaction d'oxydoréduction. Ça veut dire que le MnO4- va se transformer en Mn2+, il se transforme toujours en ce qu'il y a en face. Donc dans cette équation, le MnO4- va se transformer en Mn2+, ça veut dire que cette équation, elle va dans ce sens-là, vers la droite. Et on sait que le Fe2+, que nous avons ici, il va se transformer en Fe3+, qui est en face. Donc le Fe2+, qui est ici, va se transformer en Fe3+, ça veut dire que cette équation va dans ce sens-là. Donc maintenant qu'on a équilibré les électrons et trouvé le sens des demi-équations, on peut écrire l'équation bilan. Donc pour écrire l'équation bilan, on aura ça plus ça, qui va donner ça plus ça. Donc je prends dans l'ordre, MnO4- plus 8 H+. Alors j'écris pas les électrons, parce que si je mets plus 5 électrons, à la fin on aura plus 5 électrons et ça se simplifie. Ça nous donne, non, donc lui plus lui, plus le fer. Et attention, le fer, il y en a 5, parce qu'on en multiplie par 5. Ça nous donne, alors là, dans un dosage d'oxydoréduction, ce sera toujours une réaction totale. Ça nous donne du Mn2+, plus 4 H2O, plus la suite, plus 5 Fe3+. Ensuite, on regarde si ça se simplifie. On a du H+, on a H2O, non, là ça ne se simplifie pas, donc ça c'est l'équation bilan. Alors ensuite, deuxième question, justifier la présence et le rôle de l'acide sulfurique. Alors on voit qu'on a besoin d'avoir un acide, puisque l'acide sulfurique a été rajouté dans le bécher. On voit que sa présence est nécessaire tout simplement avec les ions H+. L'acide sulfurique va donner naissance à ces ions H+. Et on voit qu'ils sont obligatoires, puisque si on n'a pas les ions H+, cette réaction ne peut pas avoir lieu. Donc on est obligé d'avoir des ions H+ dans le mélange réactionnel. Alors ensuite on peut se poser la question, oui mais pourquoi à la place de prendre l'acide sulfurique, est-ce qu'on pourrait prendre de l'acide chlorhydrique ou de l'acide nitrique? Eh bien on va s'apercevoir que si on prend un autre acide que l'acide sulfurique, il risque d'avoir des réactions parasites. L'acide sulfurique c'est H2SO4, qui donne bien 2 ions H+, en solution, plus SO4 de moins. Les 2 ions H+, donnés sont ici. Ça est la présence d'ions H+. Alors, pour pouvoir étudier les réactions parasites, j'ai refait une petite classification électrochimique. Vous voyez, je l'ai refait dans le même ordre. MnO4- Mn2+ en dessus, et Fe3+, Fe2+ en dessous. Ensuite, je vais prendre cette classification pour trouver les autres ions apportés par les acides. Alors l'acide sulfurique, c'est H2SO4, ça apporte des ions H+, et des ions SO4 de moins. Donc on va voir ce couple en présence. On voit qu'il est tout en haut. Donc là, en dessus, je vais noter S2O8 de moins et SO4 de moins. Ça, c'est apporté par l'acide sulfurique. Si j'avais pris de l'acide chlorhydrique, j'apporte des ions Cl-. Donc j'ai le couple Cl2-Cl- qui se trouve en dessous de MnO4- et Mn2+. Donc là j'ai un couple Cl2-Cl-.
Donc ça, ces ions CaL- seraient apportés par l'acide chlorhydrique, si on le mettait dans le bécher. Si je prends de l'acide nitrique, NO3-, où est-il? NO3-, NO2-. Donc si je prends de l'acide nitrique, j'apporte des ions nitrates. Lorsqu'on fait cette réaction de dosage, on sait qu'on a l'oxydant fort. L'objectif, c'est que l'oxydant fort réagisse avec le réducteur fort. Lui, il doit réagir avec lui. Si en plus j'ajoute des ions sulfates avec l'acide sulfurique, on voit que ces ions sulfates, si je compare lui et lui c'est un réducteur faible et lui c'est un oxydant faible, ça ne réagit pas. Si je compare lui et lui, ce sont deux réducteurs, donc ils ne réagissent pas. Donc la réaction qui va avoir lieu, c'est bien entre cet oxydant fort et ce réducteur fort, la réaction a lieu normalement. Si maintenant j'ajoute de l'acide chlorhydrique, c'est-à-dire Cl-, donc j'aurai en présence, lorsque je fais le dosage, j'aurai lui et lui. Si on prend lui et lui, là j'ai un oxydant fort, et lui, il se trouve en dessous de lui, donc lui, le Cl- par rapport à Mn2+, c'est un réducteur fort. Donc cette réaction est possible. Lui va réagir en partie avec lui, mais le MnO4- va réagir en partie avec lui. Donc finalement, la réaction entre lui et lui est incomplète, parce qu'il va y avoir une deuxième réaction parasite entre lui et lui. Du coup, il ne faut pas ajouter d'ion chlorure, sinon j'obtiens une réaction parasite. Et le dosage sera faux. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'ajouter des ions chlorure, donc je ne peux pas prendre de l'acide chlorhydrique. Si maintenant je prends l'acide nitrique, HNO3, dans le bécher, donc, on va verser du permanganate de potassium, on aura des ions nitrates et des ions Fe2+. Lui et lui ne vont pas réagir, puisque là ce sont deux oxydants, ils ne peuvent pas réagir ensemble. Lui et lui, ils peuvent réagir, oxydant fort, réducteur fort, ça c'est la réaction principale. Mais il va y avoir une réaction parasite qui se crée entre les ions nitrates et lui, puisque lui, par rapport à lui c'est un oxydant fort, et le Fe2+, par rapport à NO2-, c'est un réducteur fort. Donc lui plus lui peuvent réagir pour donner lui et lui. Donc il y a deux réactions qui vont avoir lieu, ces deux-là et ces deux-là. La deuxième, c'est une réaction parasite, c'est pour ça qu'on ne doit pas utiliser les ions nitrates. On s'aperçoit donc que la seule possibilité, c'est d'utiliser de l'acide sulfurique, puisque les ions sulfate, SO4-, ne réagissent ni avec le MnO4-, ni avec le Fe2+. Donc en conclusion, pour la deuxième question, pourquoi faut-il prendre de l'acide sulfurique? Eh bien il faut prendre de l'acide sulfurique puisqu'on a besoin d'avoir des ions H+, pour que la réaction ait lieu. Et la deuxième remarque, c'est que l'ion sulfate apporté par l'acide sulfurique ne va pas réagir avec MnO4-, ni avec Fe2+. Il n'y a donc pas de réaction parasite. Petit 3. Indiquer la couleur du milieu réactionnel avant et après l'équivalence. Alors, il faut savoir que l'MnO4-, c'est une solution qui est violette. C'est une solution violette foncée. Fe2+, c'est une solution qui est très très légèrement verte, voire incolore. On va mettre verte très claire. Alors, lorsqu'on verse une goutte de MnO4- dans le bécher, ça va tout de suite réagir avec le Fe2+ qui est en excès pour former du Mn2+ et du Fe3+. Le Mn2+, il est incolore et le Fe3+, il est quasiment incolore. Donc en conclusion, lorsqu'on verse une goutte qui est violette dans le milieu, elle réagit et disparaît pour former des produits incolores. Donc avant l'équivalence, le bécher va avoir une couleur verte très claire. Quand on arrive à l'équivalence, c'est quand on a ajouté autant de lui que de lui. C'est exactement le même principe que dans les dosages acide-base. Donc à l'équivalence, tout ça aura réagi, et dans le bécher, on aura uniquement ça, qui est incolore. Si on franchit l'équivalence, c'est-à-dire que je continue à ajouter du permanganate de potassium qui est violet, il va tomber dans le bécher. Par contre, il n'y aura plus d'ion Fe2+. Donc le permanganate qu'on ajoute, il va rester dans le bécher et il ne pourra plus réagir. Donc la solution violette qu'on va verser va persister dans le bécher, et donc cette coloration violette va persister. Ainsi, la couleur va passer du vert très clair
au violet quand on arrive à l'équivalence. C'est-à-dire que dès qu'il y a une très légère couleur violette qui persiste, ça veut dire qu'on vient juste de franchir l'équivalence, donc on considère qu'on est proche, très très proche de l'équivalence. Donc la couleur, elle passe du vert très clair au violet. Calculer la concentration en sulfate de fer 2 de la solution d'engrais et en déduire le pourcentage en fer. Pour calculer une concentration inconnue, c'est exactement le même principe que dans les dosages acide-base. On se place à l'équivalence. Et à l'équivalence, on va comparer le nombre de moles toujours entre l'oxydant fort et le réducteur fort. Oxydant fort, réducteur fort. Donc je vais comparer le nombre de moles de Mn au 4- divisé par son coefficient. Comme il n'y a rien, c'est divisé par 1. Et bien c'est égal au nombre de moles de Fe2+, divisé par son coefficient. Et ce qui change par rapport au dosage acide-base, c'est que maintenant il y a des coefficients. Donc je divise par 5. Or, on sait que le nombre de moles c'est égal à C fois V, d'où. Alors, comment c'est noté? On sait que la concentration C1 fois V1 sur 1, ça sera égal à C2 fois V2 sur 5. Et donc la concentration que l'on cherche, ça sera la concentration numéro 2 qui correspond au fer. Donc C2, c'est égal. Alors le 5, je vais le transporter de l'autre côté. Comme c'est divisé, ça devient multiplié. 5 fois C1 fois V1. Et le V2, je vais le transporter de l'autre côté. Comme c'est multiplié, ça va devenir divisé par V2. 5 fois... Alors la concentration du permanganate. Le permanganate, sa concentration c'est 0,20 mol par litre. Et le volume du permanganate, c'est le volume à l'équivalence. On en a obtenu 8 ml de permanganate. Donc fois 0,20 pour la concentration. Et le volume à l'équivalence, c'est 8 ml, c'est-à-dire 0,008 litres. Millilitres, centilitres, décilitres, litres. Divisé par V2. V2, c'était le volume d'engrais. On en avait pris 10 ml. Divisé par 0,010. Alors, ça nous donne 5 fois 0 fois 0, divisé par 0. Ensuite, ce qui serait bien de faire, c'est de calculer la concentration massique correspondante. Donc on sait que la concentration massique du fer, c'est égal à la concentration molaire fois la masse molaire. Donc la concentration, c'est 0,8 mol par litre, fois, alors la masse molaire du fer, c'est 56 grammes par mol. C'est combien? 56 fois 0,8, 41 litres. Là, 4. Or, on sait qu'au départ, on avait pris 100 ml de solution d'engrais. Donc si on veut calculer la masse de fer pur, c'est égal à C fois V, puisque la masse, c'est la concentration massique fois le volume. La concentration massique, elle est ici, 44,8 fois un volume de 100 ml, ça fait 0,1 litre. Ça fait donc 4,48 grammes. C'est-à-dire que dans les 100 ml d'engrais que nous avons prélevés au départ, il y avait à l'intérieur 4,48 grammes de fer pur. Pour trouver maintenant le pourcentage de fer correspondant, c'est très simple. On sait qu'au départ, on avait pris 25 grammes d'engrais qu'on a mis qu'on a dissous pour préparer 100 ml. Donc on sait que 25 grammes d'engrais, ça correspond à 100%. Or nous, on a 4,48 grammes de fer pur. Et on voudrait savoir quel pourcentage correspond. Il suffit de faire un produit en croix. C'est tout simplement 4,48 fois 100 sur 25.
Ensuite, comparer ce résultat à celui qui figure sur l'étiquette et donner des hypothèses pour expliquer la différence. On sait qu'au départ, on a pris un engrais en teneur de fer 20%. Nous, on trouve quasiment 18%. Donc, on est relativement proche. Après, la différence, elle peut venir tout simplement des incertitudes de lecture et des manipulations. Là, on voit qu'on obtient l'équivalence après addition de 8 millilitres. Peut-être que c'était 8,1 ou 7,9, peut-être qu'on a fait une erreur de lecture. Peut-être que les solutions de permanganate qui ont été préparées de concentration 0,20 mol par litre, peut-être que lorsqu'on a préparé cette solution, on a fait des erreurs de lecture, de dilution, et donc peut-être qu'au lieu d'avoir 0,20, on a 0,19 ou 0,22. Donc en préparant ces solutions, il y a toujours des erreurs de manipulation, ce qui peut expliquer cette différence. Ensuite, le 20% donné sur le sac d'engrais, c'est une donnée constructeur, c'est-à-dire que c'est en moyenne 20%. Donc il se peut que d'un sac à l'autre, il y en ait un peu moins, un peu plus. Voilà, donc ce qui peut expliquer cette légère différence. Ce qui est important dans cet exercice, c'est toute cette étape. À l'équivalence, on met l'égalité et on endue la concentration. Ce qui est important aussi, c'est le départ ici, avec savoir équilibrer les demi-équations et l'équation bilan. C'est vrai que cette question ici, elle n'était pas évidente, mais pour le reste, vous ne devez pas avoir de difficultés. Donc je vous laisse bien retravailler cet exercice et puis je vous en donnerai un autre à faire pour la fois suivante. La méthode est exactement la même.